Et ben voilà, merci beaucoup messieurs d'Amazon Prime Video, merci, voilà comment on fait un documentaire reportage intéressant sur le Barça, au cœur vraiment du groupe, avec des interviews intéressantes, venant de Xavi, venant de Diego Simeone, au cœur du groupe, les joueurs aussi concernés, on est vraiment proche des joueurs et du groupe. Enfin, merci, en plus avec des épisodes pas très longs, 40 minutes à peu près. La saison 2 du reportage focus documentaire sur le FC Barcelone qui s'intitule FC Barcelona, une nouvelle ère, qui est sortie aujourd'hui du coup sur Amazon Prime. Une saison 2 du coup consacrée à la saison 2022-2023 du FC Barcelone en Liga, en Ligue des Champions et tout. Franchement les frères, j'ai kiffé largement plus que la saison 1 qui était sorti il y a maintenant, je pense, à peu près 9 mois de ça. Ou plutôt, je pense que c'était pendant la Coupe du Monde, je me rappelle plus trop. En tout cas, j'avais fait une vidéo pour en parler, faire un focus et un petit résumé, une analyse. Donc, je refais le même procédé, évidemment, pour débriefer du coup de ces 4 épisodes qui ont composé cette saison 2. 4 épisodes, je crois, chaque épisode fait à peu près 40 minutes chacun. Donc, c'est pas des grands formats, heureusement, parce que franchement, la première saison m'avait pas mal ennuyé. On n'avait pas appris grand chose. Là, par contre, on a appris pas mal de choses intéressantes sans que ce soit trop, sans que évidemment le club en divulgue trop sur le Barça, comment ça se passe tactiquement, mais quand même on a appris pas mal de choses qu'on ne savait pas, les frères. Soyons clairs tout de suite, hein, le héros, enfin plutôt le protagoniste numéro 1 de la saison, c'est clairement Xavi Hernandez. Tout est vraiment tourné autour de lui. Donc si vous voulez en savoir plus sur Xavi Hernandez, clairement là je pense que vous êtes servi. C'est Xavi qui est au centre du documentaire, c'est lui qui parle le plus, c'est lui qui en apporte plus d'informations sur la tactique du Barça, sur l'ambiance générale. Et c'est intéressant parce que je l'ai un petit peu découvert moi. J'ai compris que Xavi, en fait, il était beaucoup plus proche des critiques, des fans et de la presse que ce qu'on croyait. Là, j'ai compris qu'en fait, il était au courant de tout, qu'il écoutait les critiques et en plus que ça l'atteint. Ça l'atteint parce qu'il en parle en disant que justement, quand il est arrivé, il avait beaucoup de sceptiques sur lui. Et il est clairement en mission pour un petit peu faire taire les critiques et montrer aux gens que oui, il peut être un grand coach et que justement le Barça peut grandir avec lui. Ce qui a été génial vraiment du début à la fin du documentaire, c'est vraiment qu'on a été immiscé au cœur de l'effectif. Le staff du Barça a été, je trouve, un des acteurs principaux du documentaire, que ce soit son frère et même les autres membres du groupe. Franchement, ça a été sympa de voir ça, qu'ils ont réussi du coup à créer une espèce de famille entre eux. Le documentaire commence justement avec l'été 2022, l'arrivée de Lewandowski qui est forcément la recrue star du Barça. Et ce que j'ai aimé, c'est qu'on voit à quel point il a réussi à s'adapter très vite, que ce soit au groupe et au collectif de Xavi. Clairement, ça a été illustré par des moments assez cocasses. Dès son arrivée, on voit qu'il parle pas forcément espagnol au début, il parle seulement anglais, mais le mec ne parle pas espagnol, il connaît pas forcément la culture espagnole, il est dans un groupe qui est très jeune en plus, mais le mec réussit à s'intégrer très vite grâce au travail, et il va être un espèce de leader tout de suite, vraiment un mec qui va influencer l'éthique de travail, qui va relever le niveau vraiment d'exigence au Barça, grâce à une préparation physique clairement particulière de sa part. Là, on comprend justement comment le mec a réussi à avoir une longévité incroyable. On le voit travailler, souvent en binôme avec Pedri. Ça, j'étais vraiment content de voir que Pedri et Lewandowski aiment beaucoup travailler ensemble, que ce soit du coup à la salle ou sur le terrain, des petits exercices qui contribuent justement à sa longévité, en termes d'explosivité, en termes de souplesse. On a vu justement que Lewandowski, ça a été vraiment un grand frère et un exemple, un leader, un modèle en termes d'éthique de travail pour des jeunes comme Pedri, Gavi aussi. Vraiment, Lewandowski, on le voit très bien comment il a réussi à se fondre dans la masse et à assumer ce rôle, assurer plutôt en plus ce rôle de leader, de modèle, d'exemple qui contamine tous les jeunes. Et du coup, tout de suite, le début de la saison, on a réussi, en tout cas, ils ont réussi Amazon à faire sentir à quel point Xavi et les joueurs avaient des ambitions énormes au début de saison. On sent justement, on la sent, on la voit, la déception de toute l'équipe du groupe après le 0-0 lors de la première journée face à Vallecano, alors qu'à ce moment-là, après les recrues phares de l'été 2022, l'équipe, elle était vraiment déterminée à briller dès le premier match, mais on sent la déception. Puis l'équipe, du coup, a réussi à se relever. Ça, on sent que Xavi réussit à porter l'équipe jusqu'à ce match qui va être très bien décrit dans tout le documentaire du coup de l'épisode 1, je crois. Le match face au Bayern Munich, là on comprend que ça a été un tournant de la saison. Cette défaite-là qui va conditionner toute la suite, parce que vraiment les joueurs ont été traumatisés alors qu'ils étaient prêts physiquement et que footballistiquement ils avaient fait un très bon début de match. Ça aura des conséquences pour la suite parce qu'ils vont jouer ce match face à l'Inter en essayant de gommer ce qui s'est passé.
Et évidemment, la défaite, et là, on a revu des images qui font mal. Hein. Là, je vous préviens, hein, si vraiment vous avez du mal à assumer des images qu'on a vues qui ont fait du mal à tout le monde, ne regardez pas le documentaire parce que vous allez revoir les images face au Bayern Munich, face à l'Inter Milan et évidemment les deux actions. Moi, ça m'a fait du mal de revoir un petit peu les deux actions phares. Évidemment, le but refusé de Pedri alors qu'il marque, je pense qu'il est totalement valide. Et ensuite, l'action où Dumfries fait la main au duel avec Ansu Fati, ça a été des images qui m'ont fait du mal. Il y a aussi Koundé, Jules Koundé qui m'a assez impressionné dans la façon dont il s'exprimait. Je trouve qu'il est assez précis, il est intéressant quand il parle. En plus, Koundé parle en français, pareil pour Dembélé qui s'exprime les deux en français, donc ils sont assez précis dans ce qu'ils disent. Là, on comprend pourquoi Xavi a vraiment privilégié et priorisé la Liga. Ça a été le refrain qu'il a balancé plusieurs fois toute la saison même. Et du coup, dans le reportage, on a plusieurs aperçus de la façon dont Xavi a réussi à remobiliser mentalement l'équipe. Là, tu comprends à quel point c'est un bon meneur d'hommes ou pas. Je ne vais pas vous spoiler, mais je pense que c'est à vous d'aller voir et de juger par vous-même et de mettre du coup une étiquette sur Xavi pour savoir si c'est un bon meneur d'hommes ou pas. Mais on a eu plusieurs passages dans les reportages, dans les épisodes où on voit dans les vestiaires comment il s'adresse aux joueurs, surtout à la période qui est hyper charnière du coup dans la saison, c'est en octobre, rappelez-vous en octobre avec lui, il qualifie ça de sa pire période en tant que coach du Barça. C'était évidemment le match retour face à l'Inter Milan, le 3-2, suivi en plus du Classico. Ça a été vraiment cool aussi de voir les supporters, la façon dont ils ont réussi à consoler les joueurs après l'élimination du coup face au Bayern Munich 3-0 à domicile. Là, ça a été, je trouve, un beau message. Et c'est un petit peu ce que tous les fans du Barça devraient faire. D'abord, vous allez revoir les images du match Inter Milan-Barcelone. Puis ensuite, le match retour Barcelone-Inter Milan 3-2. Et là, âme sensible, s'abstenir de voir les images de Piqué. Alors, il y a pas mal d'hommages concernant les joueurs, les légendes du club, les capitaines du Barça qui ont décidé de quitter le club cette saison. Et justement, on a eu pas mal d'informations sur ce qui s'est passé entre Piqué et Xavi. Comment justement il a géré le départ du défenseur, comment il l'a initié en même temps, on va dire, faut être honnête. Justement, Xavi parle du fait que les gens, les médias l'accusaient de ne pas savoir gérer ses amis. On était sceptique sur le fait qu'il réussirait à gérer et à faire comprendre à ces joueurs-là qui ont joué avec lui qu'il n'était plus au niveau du Barça. Et justement, on a eu des réponses sur ça. Encore une fois, je ferai le maximum pour ne pas tout vous spoiler. Mais justement, on a eu la discussion, entre guillemets, les dessous de la discussion entre Xavi et Piqué. Et Xavi explique qu'il s'était mis d'accord au début de saison et que Piqué lui avait dit que si jamais il n'était pas titulaire au mois d'octobre 2022, et ben dans ce cas-là, il prendrait sa retraite avant la Coupe du Monde. On a Xavi qui explique qu'il a essayé d'être le maximum sincère avec Piqué, mais que voilà, ça lui a fait beaucoup de mal en tant que personne d'être aussi intransigeant, mais bon, c'était pour le bien de l'équipe, tout simplement. Et ça, j'ai trouvé ça intéressant de voir que, mine de rien, on ne pensait pas qu'il serait comme ça, Xavi, en fait. On a eu évidemment les hommages des autres légendes, à savoir Busquets et Alba, mais cette fois-ci, c'était en fin de reportage. Mais avant ça, on a eu le point de vue tactique et ça a été hyper intéressant. On a eu nos réponses, à savoir pourquoi Xavi est passé à un système à 3-4-3. Ça s'est produit à la suite justement de sa pire semaine en tant que coach au mois d'octobre 2022, justement, face à Villarreal et Bilbao. Et là, encore une fois, je ne vais rien vous spoiler, mais justement, on a eu nos réponses de pourquoi il utilise ce système. Bien évidemment, et ça a été une confirmation pour beaucoup de personnes, il a parlé de maîtrise au milieu de terrain. On comprend mieux pourquoi il a fait ça et justement, ça va contribuer à ce que l'équipe progresse. Ça a clairement été bénéfique pour le club. Ça a été vraiment une espèce de croissance jusqu'au point déterminant. Et ça, c'est très important. On le voit dans le documentaire à quel point le mois de janvier est déterminant chaque année, mais encore plus cette année-là, avec la finale de Supercoupe d'Espagne qui va être le trophée charnière dans la saison. Clairement, là, tu comprends que si jamais le Barça ne gagne pas ce trophée-là, ça aurait été très compliqué pour la Ligue, mentalement. Au même moment, il y a une espèce de focus sur Ter Stegen qui permet du coup au club de se qualifier en finale grâce à une grosse séance de tir au but en demi-finale face au Betis Séville. Dans le focus sur Ter Stegen, ça a été intéressant de voir à quel point il a été affecté et amoindri par les 2 années qui ont précédé un petit peu l'arrivée de Xavi. Avant de soigner son genou, il était clairement au fond du trou mentalement, qu'il était très affecté par Anfield, le 8-2, etc. On en revient un petit peu à ces matchs-là dramatiques qui ont fait du mal au Barça. Vous verrez, c'est bien que Ter Stegen se livre autant. Il avait accumulé pas mal de négativité, de frustration depuis pas mal d'années. Donc là, c'est sorti. Je pense que ça lui fera du bien un petit peu. Et donc, il y a un gros focus, comme je disais, sur la finale de Supercoupe d'Espagne. Avec, je trouve, moi, ce qui a été vraiment intéressant, c'est de voir comment Xavi a réussi à préparer parfaitement l'équipe mentalement. Qu'ils étaient vraiment sans pression et qu'ils savaient que c'était le jour parfait pour profiter du contexte qui leur était favorable pour faire mal
au Real Madrid. Et du coup, ça a permis d'avoir un Barça qui a récité sa leçon du début à la fin. On comprend très bien que le plan de Xavi a été respecté par le joueur. Ils ont fait exactement ce que Xavi avait prévu tactiquement, techniquement aussi, qu'ils ont réussi à les étouffer avec un bloc haut, avec un pressing agressif. Ça a été un récital de la part du Barça du début à la fin. Surtout parce que en fait, c'est les joueurs qui en parlent le mieux en fait. Et du coup aussi, on en a appris, c'est quelque chose d'intéressant, que la décision de mettre Araujo latéral droit face à Vinicius, ce n'était pas une idée de Xavi. Et non, c'était une idée du frère de Xavi, Oscar Hernandez. Comme je disais, on voit que Xavi s'appuie énormément sur son staff, ce qui est une bonne chose, et on le voit dans le documentaire, ça c'est très bien. Et là, on comprend que justement, c'est son frère qui a eu l'idée, qui lui a dit, qui lui a suggéré de mettre Araujo à ce poste-là, et ça va être une des décisions phares pour les prochains classicos. Mais comme je disais, le frère de Xavi et tout le staff de Xavi, c'est vraiment un des protagonistes de la série. On voit à quel point ils ont réussi à créer une espèce de famille, clairement, avec le staff et les joueurs. C'est vraiment plaisant à voir, vous verrez à quel point les joueurs s'entendent super bien. On voit des petites images des joueurs à la piscine, sur le terrain de basket aussi, à jouer au basket, et à faire des petits jeux, que ce soit Lewandowski avec Pedri, du coup, à la salle de sport et tout. Vous allez voir que vraiment, le staff ferait un travail énorme. Il n'y a pas seulement eu le staff ou Ter Stegen comme focus, comme je disais, il y a eu pas mal de focus sur d'autres joueurs, à savoir Gavi, par exemple, qui a été, je trouve, un des joueurs clairement les plus mis en avant par la série. Gavi, j'ai vraiment adoré voir à quel point, là, on comprend pourquoi c'est un joueur qui est fondamental pour Xavi. Là, on a compris à quel point, là, c'était compliqué pour Xavi de le sortir du 11, parce qu'on voit à l'entraînement à quel point ce mec-là transpire et transmet sa passion, sa détermination pour jouer au football. Ça commence par un moment qui est assez marrant, vous allez voir, je ne vous spoil rien, c'est Gavi qui doit préparer son discours pour aller récupérer son Golden Boy à Paris, son trophée du Golden Boy, et on comprend qu'il ne sait pas trop quoi dire et tout pour son discours, donc il demande conseil, et vous verrez la chute de la scène, elle est assez marrante, mais vraiment on comprend à quel point il est important pour Xavi, que ce soit en match et surtout à l'entraînement. Surtout à l'entraînement, parce que le mec, tous les mini-jeux, les petites choses et tout, c'est un compétiteur, le mec veut jouer à 100%. Et à l'entraînement, pendant les séances, il met la même intensité qu'en match. Et ça, Xavi, forcément, il adore, parce que ça permet à toute l'équipe, du coup, de jouer sérieusement à l'entraînement. Parce qu'il est un compétiteur, il aime pas perdre, et il est vraiment sérieux dans tout ce qu'il fait. Et je crois que c'est Pedri à un moment qui dit que la pire chose à faire, ce serait justement de changer sa nature. Son naturel, c'est d'être comme il est, un compétiteur qui se bat sur chaque ballon. On voit l'épisode justement où il met sa tête au sol pour faire une tête, alors que justement il y a le joueur de Bilbao qui va shooter dedans. Donc Pedri dit que c'est naturel chez lui d'être comme ça, et que la pire chose à faire, ce serait de changer ce naturel-là, parce que justement, c'est comme ça qu'il joue le mieux. Il y a aussi un focus sur Pedri, et je pense que c'est mon préféré, où on voit à quel point Pedri, il était important dans le dispositif de Xavi. Celui-là, je vous invite à aller le voir, parce que c'est vraiment, c'est délicieux. Clairement, c'est délicieux. On voit à quel point Xavi comptait sur lui. On comprend très bien à quel point Xavi est exigeant. Les exigences et les attentes qu'il a envers Pedri, il est prêt à lui donner les clés du jeu au milieu de terrain et faire une espèce d'équipe autour de lui. Il lui demande d'être plus décisif et de marquer plus de buts, ce que Pedri a fait au mois de janvier, février dernier, du coup, avant de se blesser face à United. Et malheureusement, ça a tout gâché, mais vraiment, avant ça, il était sur une espèce de pente croissante qui faisait qu'il allait prendre les rênes de l'équipe parce qu'il devenait le leader technique de l'équipe. Clairement, c'est un des passages les plus importants du documentaire. Parce que du coup, tu sens que la blessure de Pedri, elle a modifié la saison. Et Xavi en parle en plus en disant que l'équipe avec ou sans Pedri, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Et du coup, on l'a vu. Parce que clairement, il était en train de faire de Pedri l'espèce de centre du projet à long terme collectif. C'est un peu dommage. Donc, après la finale de la Supercoupe d'Espagne, qui est un moment phare du documentaire, on a justement la suite, le mois de janvier, février, et le Barça qui continue à prendre de la confiance en Liga. Clairement, on a compris pourquoi justement Xavi rabâchait plusieurs fois que la Liga était l'objectif numéro 1. On le sent très bien. C'est ça qui m'a plu. C'est comment le Barça a progressé jusqu'à l'apothéose, le Classico retour, qui est le dernier tournant de la saison. Et là, évidemment, les images étaient vraiment cool à voir. On a vu des belles images avec Franck Kessié. Rien que pour ça, merci Franck Kessié pour les émotions procurées. En termes d'émotions, comme je disais, évidemment, il y a eu les hommages réservés aux légendes du Barça à la fin, Jordi Alba et Busquets. Bon, Busquets, tout se passe très bien avec Xavi puisqu'il a joué jusqu'à la fin. Mais Jordi Alba, ça a été un peu compliqué de voir les images entre lui et Xavi dans le vestiaire, devant tout le monde en plus. On a Xavi qui dit à Jordi Alba, écoute, je suis désolé, je te respecte, mais bon, en tant que coach, il faut prendre des décisions. Et si je t'ai pas fait jouer, c'est parce que voilà, c'était pour le bien de l'équipe. Et Jordi Alba qui dit, oh, bah écoute, c'est normal, t'es coach, tu devais prendre des décisions.
Je vais pas vous spoiler, mais allez voir la scène, ça fait un petit peu de la peine quand même. Et la fin du reportage est pas mal occupée par l'affaire, évidemment, l'affaire Negreira, qui a accusé le Barça d'avoir payé les arbitres. Et là, ce qu'on comprend, ce qui est bien mis en valeur, c'est comment Laporta et Xavi ont fait le maximum et ont réussi du coup à protéger au maximum les joueurs, de ne pas être pollués par ce qui se passait hors terrain. Ils ont réussi puisque le Barça a continué à être dominant en Liga jusqu'à, comme je le disais, ce point de bascule lors du Classico face au Real Madrid, où là tu comprends que le football là, se joue à des détails comme ça. On le revoit, les images du hors-jeu d'Asensio et du but de Kessié, bref. Et le reportage se termine comme ça, en apothéose avec le Barça qui soulève la Liga. Bizarrement, aucune trace, c'est pas du tout évoqué une seule fois ce qui s'est passé en Coupe du Roi, le 4-0 reçu au Camp Nou, il est mis sous silence comme s'il n'avait jamais existé. C'est un peu dommage, mais parce que voilà, ça compte aussi, il faut en parler, ça a marqué l'équipe. C'est le point négatif, je pense, du documentaire, avec évidemment les hommages qui ont été un petit peu trop forts en mode émotion, etc. Ça se voit qu'ils voulaient jouer sur l'émotion, mais globalement, un très bon documentaire, honnêtement, largement mieux que la saison 1, de très très loin. Là, j'ai vraiment été plongé dans le quotidien des joueurs. J'ai été proche de Xavi, de ses décisions, de comment il voyait le football, comment il parlait du coup aux joueurs. Ça, c'était vraiment cool à voir. C'est ça qu'on demande en fait, c'est ça qu'on demande. Sans trop en divulguer parce qu'il y a des choses qui doivent rester confidentielles évidemment. Les joueurs étaient intéressants en interview, surtout Koundé comme je disais qui a été franchement intéressant. Pareil pour Ter Stegen. Ils ont réussi à inviter aussi Marc Marquez. Pourquoi? Je sais pas pourquoi. Champion du monde de moto 6 fois je crois. Pau Gasol aussi, qui est un fan du Barça, qui a joué au Barça au basket, évidemment. Et je crois qu'il aussi monsieur Diego Cholo Simeone. Pourquoi? Je ne sais pas. Il a parlé au moment du match du coup Atlético Madrid-Barcelone, qui a été un moment phare aussi de la saison. Voilà, ils l'ont fait venir pour le documentaire. Pourquoi? Je ne sais pas. Mais bon, il était quand même intéressant parce qu'il parle de Xavi, de l'héritage, du cruyffisme et tout. Je me suis dit, c'est marrant que ce soit Diego Simeone qui parle de cruyffisme et de Xavi parce que lui... Voilà, sans commentaire. Mais globalement, j'ai kiffé. J'ai kiffé, c'était vraiment intéressant. Je suis pas là pour faire la promotion d'Amazon. Je travaille pas pour Amazon ni pour Prime Video. Mais honnêtement, c'était intéressant, beaucoup mieux que la saison 1. Après, forcément, saison de Liga que tu gagnes, c'est plus intéressant que ce qui s'est passé il y a un an de ça. Mais là, ils ont été vraiment plongés dans le quotidien des joueurs. On a vu comment ils travaillaient. J'ai kiffé, par exemple, apprendre que Lewandowski et Pedri étaient hyper proches quand ils travaillaient ensemble, à l'entraînement et à la salle. Bref, des moments comme ça, on en redemande. Donc voilà les amis, j'espère que vous avez aimé la vidéo, et si c'est le cas, du coup, on s'abonne. Et rendez-vous très vite pour suivre l'actualité du football, pourquoi pas le Ballon d'Or, Messi, etc. Ça arrive très vite. Bonne soirée à tous,